Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 22e conférence, j'analyserai les moyens mis en œuvre par la Société Saint-Jean-Baptiste pour surmonter l'échec du référendum de 95. Comme tout échec politique, celui de 95 a eu des effets démobilisateurs. Et la société va donc tenter de développer une stratégie pour enrayer cette démobilisation. Le président Boutillier pose clairement le dilemme dans lequel se trouve le mouvement nationaliste après l'échec de 95. Je le cite. Que faire quand on est indépendantiste, qu'on se retrouve au milieu d'une passe difficile parce qu'aucun rendez-vous référendaire n'est prévu et qu'on refuse l'attentisme et la passivité des conditions gagnantes? Maintenir le cap sur l'objectif, garder l'adversaire à l'œil, refuser de se laisser enfermer dans une logique provinciale. Tel sera donc le programme d'action que poursuivra la société après 1995. La société va donc, comme elle l'avait fait d'ailleurs après l'échec du référendum de 80, reprendre ses thèmes de prédilection que sont la défense de la langue française, la promotion de l'enseignement de l'histoire et l'intégration des immigrants. En 1996, elle va donc présenter un mémoire aux États généraux sur l'éducation où elle insiste sur l'importance de l'enseignement de l'histoire. Et pour donner une suite concrète à ces prises de position, elle crée une coalition pour la promotion de l'histoire à tous les niveaux du système scolaire. Cette coalition regroupe une soixantaine d'organismes partenaires. L'objectif étant évidemment de valoriser l'histoire, d'une part pour que les Québécois aient une meilleure connaissance de leur passé, mais aussi pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Sur le front linguistique, la société ne baisse pas la garde et commence à prendre ses distances à l'égard du Parti québécois qui avait abandonné sa promesse d'abolir la loi 86, loi qui, je le rappelle, autorisait le bilinguisme dans l'affichage public. Comme l'accession à l'indépendance n'est pas pour demain, la société va donc retrouver sa fonction de sentinelle et reprendre son travail de surveillance de l'affichage public. Elle met sur pied en 1996 un comité d'action sur la langue française qui a pour tâche de relever les infractions au visage français de Montréal et d'évaluer le degré d'anglicisation de la ville. Toujours dans cette défense de la langue française, la société enfourche un nouveau cheval de bataille et deviendra le porte-étendard de la lutte contre le Québec bashing. Elle va répliquer aux attaques des médias anglophones. Le président Boutillier explique la nécessité de ce combat. Je le cite. Pour notre part, à la Société Saint-Jean-Baptiste, nous entendons clarifier les choses, redresser les images fausses que l'on fait circuler à notre sujet et qui nous font mal, ainsi du reste qu'à l'ensemble du mouvement souverainiste. Chaque fois, en effet, qu'un adversaire nous calomnie, il contribue à tenir éloignés de nous ces nouveaux venus. Quel immigrant, en effet, quel nouveau venu voudrait se joindre à un groupe humain dont on ne cesse de lui dire qu'il est xénophobe? Pour mener ce combat, il va donc mettre en œuvre une stratégie de visibilité médiatique intensive en intervenant sur des questions d'actualité et en publiant des articles d'opinion. Il va aussi procéder à l'achat d'espaces publicitaires dans les principaux quotidiens francophones, de même que dans le journal de Gazette et même dans des journaux anglophones à l'extérieur du Québec. Son objectif était de sortir symboliquement le Québec de son statut de province et de porter le message en dehors des frontières, ce qui est considéré en soi comme un geste de souveraineté
puisque de cette façon, on s'émancipe de la tutelle de représentation à l'étranger qu'exerçait le Canada. Il s'agit donc d'une géopolitique de l'action souverainiste et selon Bouthier, ces actions sur la scène médiatique allaient redonner aux citoyens le goût du combat et la confiance dans l'avenir. Donc, la société veut sortir du cadre canadien et internationaliser son action par des coups publicitaires. Il s'agissait donc de porter le message au-delà des frontières, de s'adresser au vaste monde, et ceci constituait une façon de réaffirmer sa volonté souverainiste. Dans cet esprit, on va commencer à déléguer des représentants de la Société Saint-Jean-Baptiste auprès d'autres sociétés. Ce fut le cas, par exemple, de Robin Philpot, qui fut délégué en Écosse pour observer les premières élections au Parlement écossais, ce qui lui permettra de tisser des liens avec la St. Andrews Society. La Société va aussi mener le combat contre le coup de force de Jean Chrétien et de Stéphane Dion, qui ont fait adopter la loi sur la clarté visant à encadrer un éventuel référendum sur la souveraineté. Et là, elle sort vraiment des sentiers battus et elle porte le débat sur la scène mondiale en publiant dans le Monde diplomatique et dans le New York Times des articles qui contredisent les positions du gouvernement canadien. Boutillier va aussi entreprendre une vaste campagne de rapprochement avec les communautés culturelles, parce que celles-ci, on s'en souviendra, avaient appuyé très massivement le non au référendum. Il se fait donc un devoir d'être présent aux diverses manifestations des communautés irlandaises, juives, grecques, et il prend un malin plaisir à associer la Société Saint-Jean-Baptiste aux célébrations de la fête de l'indépendance de la Grèce, d'Haïti et d'Israël. Il va aussi prendre parti pour la restitution des frises du Parthénon à la Grèce, frises qui étaient déposées au Royaume-Uni, au British Museum. La société va donc développer cette politique d'achat d'espaces publicitaires et elle utilise ces espaces publicitaires pour se rapprocher des communautés culturelles. Le 16 mars 1999, elle félicite le Congrès juif canadien à l'occasion de son 80e anniversaire de fondation en publiant des messages de félicitations dans Le Devoir et dans le journal de Gazette. Elle va aussi être l'instigatrice de la commémoration de la loi du 5 juin 1832 qui reconnaissait des droits politiques aux Juifs du Bas-Canada, commémoration qui sera soulignée à l'Assemblée nationale par le gouvernement Landry en juin 2002, en présence du président du Congrès juif du Canada, Victor Goldblum, et du président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Elle va aussi commémorer le 26 avril 1999 le 84e anniversaire du génocide arménien. Donc, toutes ces opérations de visibilité médiatique visent à changer l'image ethniciste que les médias collaient à la société. Et dans cet esprit, toujours, Boutillier va entreprendre une opération de réconciliation avec les Mohawks de Kanawake à l'occasion du 10e anniversaire de la crise d'Oka. Il organise une conférence de presse conjointe avec des représentants de la nation Mohawk pour annoncer la participation des Mohawks au défilé du 23 juin 2000. Autre innovation que met en place la société, elle va étendre son devoir de mémoire aux activités militaires en célébrant le 11 novembre, le jour du souvenir, pour honorer les soldats québécois morts sur les champs de bataille. Ceux qui sont morts, dit-on, pour la liberté et pour l'indépendance des peuples. Alors là, il s'agit d'une rupture avec la tradition nationaliste instaurée par Henri Bourassa, qui s'était toujours opposé
aux participations du Canada aux guerres extérieures et qui, de ce fait, laissait le monopole des commémorations militaires au Canada. On voulait donc montrer qu'un Québec indépendant n'oublierait pas ses militaires. Boutillier explique ainsi cette politique. Je le cite, le domaine par excellence de la souveraineté des nations, c'est encore et toujours celui de la paix et de la guerre, où seuls comptent les pays souverains. C'est donc pour préparer nos compatriotes à voir le Québec accéder à la scène internationale que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal commémore le 11 novembre le jour du souvenir. Donc, chaque année, la Société, depuis cette date, convoque ses membres et la population à se rendre au cénotaphe militaire du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. La réappropriation du souvenir militaire permettait aussi de clouer le bec aux calomnies anti-québécoises et d'inscrire le Québec dans le concert mondial en faveur de la paix. La Société va participer à 2 manifestations contre la guerre en Irak, celle du 18 janvier et celle du 15 février 2003, où elle distribuera 10 000 drapeaux fleurs d'Elysée pour donner une couleur nationale à ces manifestations. La Société va donc aussi effectuer un virage idéologique majeur en prenant ses distances avec la défense de la confessionnalité du système scolaire, principe qu'elle avait défendu bec et ongle depuis le milieu du 19e siècle. Contrairement à ses positions antérieures, la SSJB remet en question la Constitution canadienne qui garantissait le caractère confessionnel des écoles, ce qui constituait une entrave à l'intégration des immigrants. Alors, je cite ici une prise de position de la Société. Pour construire l'école québécoise dont nous avons besoin, pour en faire l'instrument d'intégration sociale et culturelle qu'elle devrait être, il est urgent de nous libérer des contraintes de la Constitution canadienne en matière de structure scolaire. Ce texte a été écrit par Louise Lorrain et publié dans Le Devoir en septembre 1994. En 1997, le président de la Société va donc appuyer la démarche du Parti québécois qui demandait une modification constitutionnelle pour organiser des commissions scolaires sur une base linguistique et non plus religieuse. Guy Bouthier écrit au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales au sujet de ce projet de loi 109. Je le cite, la diffusion d'une solide culture civique commune passe par la modification de l'organisation scolaire où religion et langue servent davantage à séparer qu'à unir nos jeunes esprits. La Société va présenter un mémoire devant la Commission parlementaire sur l'éducation le 2 décembre 1999, dans lequel elle soutient que les écoles confessionnelles sont des privilèges qui portent atteinte aux droits des parents et la Société réclame l'établissement d'un système scolaire public et laïque. Je cite un extrait de cette prise de position. Il ne revient pas à l'école publique d'assurer le développement d'une identité qui se rattache à une communauté croyante particulière. Elle critique même à cet égard le ministre François Legault, qui tentait de ménager la chèvre et le chou en agréant aux positions du comité des parents catholiques. Donc, en 2000, au terme d'un débat en commission parlementaire, l'Assemblée nationale va adopter la loi 118 qui abolissait les comités catholiques et protestants, ce qui laïcisait complètement le ministère de l'Éducation et révoquait le statut confessionnel des écoles catholiques et protestantes. Comme on vient de le voir, en ces années de plomb que furent les lendemains du référendum de 1995, la Société Saint-Jean-Baptiste s'est autonomisée du Parti québécois et elle a cherché à mobiliser la société civile sur des enjeux défensifs
en voulant préserver les acquis du combat national, en particulier sur la langue française et l'intégration des immigrants. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver à la prochaine conférence.